Commande sans modèle. Donc dans cette leçon, on va considérer un robot qui en général est décrit par des équations d'état de la forme x point égale f de xu, x étant le vecteur d'état et u étant les entrées. Cette équation différentielle forme ce qu'on appelle le modèle. Alors ce modèle est plus ou moins représentatif de ce qui se passe dans la réalité. Dans certaines situations, on a un modèle très précis, comme c'est le cas lorsqu'on a des satellites, par exemple. Mais lorsqu'on a un voilier avec des vagues mal connues, le vent aussi qui lui aussi est mal connu, on a une équation différentielle qui est pas une très bonne approximation de la réalité. Donc lorsqu'on parle de commande sans modèle, c'est une commande qui essaye de ne pas abuser de, euh, de l'expression de cette fonction f, qui essaye de ne pas trop l'utiliser, mais qui va continuer quand même à utiliser le comportement connu du robot. Alors pour bien prendre conscience de cette idée, de cette notion de modèle, ben on va essayer de distinguer deux types de modèles classiques utilisés dans le domaine de la robotique. C'est ce qu'on appelle alors le modèle cinématique. Alors, modèle cinématique, qui va plutôt utiliser, alors, qui va plutôt utiliser les vitesses, les accélérations, donc, euh, euh, et le modèle qu'on appelle dynamique, qui va lui plutôt faire apparaître des forces, des forces et alors les modèles dynamiques ont en général beaucoup de paramètres et des paramètres qui sont assez mal connus, comme par exemple les coefficients de frottement, les inerties. Les modèles cinématiques, eux, euh, vont plutôt avoir des paramètres beaucoup mieux mesurés, des grandeurs géométriques comme des longueurs. Donc celui-là est beaucoup plus précis. Je dirais, le modèle cinématique est beaucoup plus précis. Alors, nous, l'approche classique, lorsqu'on a un robot, c'est d'avoir comme entrée plutôt des forces et des couples, mais on peut passer de l'un à l'autre en utilisant une commande grand gain ou, euh, si on veut, l'équivalent de l'amplificateur opérationnel. Alors, dans l'amplificateur opérationnel, vous mettez en entrée non plus une force ou un couple, mais vous allez donner une accélération désirée. Et donc, on va avoir ici, vous allez mesurer ou récupérer par une expression de x l'accélération donc mesurée, et vous allez le comparer entre les deux. Et ici, on va avoir un gain k qui en général est assez grand. Et on va proposer comme loi de commande u est égal à k fois l'accélération voulue moins l'accélération mesurée. Euh, dans ce cas-là, ce que je vais entourer, euh, c'est globalement le même système qu'avant, sauf que celui qui était en rouge, c'était un modèle dynamique, alors que celui que je viens d'encadrer en orange, c'est un modèle cinématique. Les deux sont d'une certaine façon à peu près équivalents, sauf que le modèle cinématique fait intervenir beaucoup moins de paramètres. Alors pour le comprendre, je vais considérer ici un pendule inversé. Alors, le pendule inversé, le voilà. Donc le pendule inversé, on a un chariot avec un pendule posé sur le chariot. Les variables d'état, c'est x, la position du chariot, x point, sa vitesse, θ, l'angle que forme le pendule avec la verticale, θ point, la vitesse angulaire du pendule. Il possède une seule entrée qu'on appelle U et qui correspond à une force. La quantité que vous avez là, ça correspond à x point point, ou si vous voulez, à l'accélération, ou x point point. Donc, je vais mettre mon ampli-up, qui n'est pas vraiment un ampli-up dans ce contexte-là, c'est plutôt ce qu'on appelle un servomoteur. Je vais ici donner l'accélération désirée. Je vais rentrer x point point ici,
dont je connais l'expression, et je fais apparaître de cette façon-là un nouveau système qui est non plus commandé par des forces, mais qui va être commandé par une accélération, et les équations de ce système en vert sont beaucoup plus simples. Donc cette deuxième équation est remplacée par x point point égale a. Or, cette deuxième équation exprime x point point, donc a, en fonction de u. Je peux isoler u, le remplacer dans cette dernière équation. Donc le u, je le fais apparaître ici. Mais u n'existe plus, puisque je vais me retrouver, je l'ai isolé, je l'ai exprimé en fonction de x point point qui correspond à a. Donc toute cette équation, je peux arriver à la réécrire d'une façon beaucoup plus simple. Donc bien sûr les choses se simplifient si je la réécris, et j'obtiens quelque chose de la forme pour cette deuxième équation. Θ point point égale à g sinus de θ divisé par L plus cos θ divisé par L multiplié par l'accélération. Donc là, je n'ai pas fait complètement le calcul, qui est assez simple, mais on voit que les choses se simplifient. Donc on a un modèle où la première équation n'a pas changé, enfin sauf que oui, elle n'a pas, la deuxième non plus n'a pas changé, la troisième est beaucoup plus simple, et la quatrième, elle aussi, est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que le modèle qui est en vert et que vous voyez ici, si je le réécris complètement, celui-là, il se réécrit sous la forme, alors, voilà, il va se réécrire sous la forme d sur dt de mon vecteur d'état qui correspond à x θ x point θ point égale, alors ici je vais avoir x point θ point a g sinus θ sur L plus cos θ sur L multiplié par A. Voilà. Donc ce modèle-là est en effet beaucoup plus simple que le premier. Fait intervenir quelques paramètres. En effet, on a toujours G, la constante de gravitation, et L, la longueur du pendule. Mais on n'a plus des constantes assez mal connues, comme la masse du chariot, la masse du pendule. Éventuellement, ici, on ne les voyait pas apparaître, mais on ne verrait plus les constantes de frottement si elles existaient dans ce modèle. Donc on peut dire que le modèle cinématique est en général beaucoup plus précis, et on peut arriver par un simple bouclage, passer d'un modèle dynamique à un modèle cinématique. Alors c'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace en termes énergétiques, mais souvent pour les robots mobiles qu'on devra manipuler, il est conseillé de travailler plus avec un modèle cinématique qui sera beaucoup plus précis et qui va mieux accepter des méthodes de type linéarisation par bouclage. Alors ces ampliopes mécaniques qu'on appelle des servomoteurs, on peut en distinguer trois. On va les qualifier de la façon suivante. On va avoir les servomoteurs, alors, bon, les servopositions. Alors, les servopositions vont transformer des forces en position désirée. Alors, on va mettre de la façon U est égal U, la force ou le couple, est égal à K fois X moins W. Alors, X, ça va être la position réelle, alors que W, ça va être la position désirée. Alors, vous avez aussi les servos vitesse, ou vitesse angulaire, hein,
tout ce qui se donne avec les positions concerne aussi les angles. Alors on va avoir U égale, alors c'est pareil, K fois X point, moins W la consigne qui correspond ici à la vitesse désirée. Et puis enfin, comme vient de le voir dans le pendule inversé, euh, le, le cerveau accélération. Accélération, c'est toujours U égale K fois X point point, moins W. Alors W, ça correspond à ce qu'on avait appelé A au-dessus. Mais ils ont tous en gros la même forme. Et si K est suffisamment grand, on comprend bien qu'on pourra, alors K, il faudrait presque l'imaginer égal à l'infini, on comprend bien que cette quantité ici, celle-là ou celle-là, sera à peu près égale à 0, c'est-à-dire qu'on pourra considérer que on a un bouclage qui se traduit par des nouvelles entrées qui sont soit des positions, soit des vitesses, soit des accélérations. On vient donc d'illustrer l'intérêt de faire un bouclage par des servomoteurs de façon à passer d'un modèle dynamique à un modèle cinématique. Alors là, on commence à toucher au modèle, mais ce qu'on va essayer d'illustrer dans cette leçon, c'est plutôt l'intérêt parfois de se passer complètement de modèle et de plus utiliser l'intuition qu'on a du système. Alors pour illustrer ça, je vais considérer un système que je vais reprendre un système de type char. Alors ce modèle, il va être décrit par alors x point égale v cos θ, y point égale v sin θ, bon, v sin θ, tout ce qu'il y a de plus classique comme modèle. Je vais prendre θ point que je peux commander qui vaut u2, et puis je vais prendre un v point égale, alors je vais prendre u1, et puis je vais mettre moins v par exemple pour illustrer le fait qu'on puisse avoir un certain frottement. Donc ce système que j'encadre ici possède deux entrées qui sont U1, U2. Et je vais essayer de trouver un régulateur qui n'utilise pas ce modèle. Alors par contre, je vais devoir utiliser l'intuition que j'ai de ce système. Par exemple, sur ce système, je sens bien que lorsque je prends un U1 positif, ça va se traduire par une accélération. Lorsque je sais aussi que lorsque j'agis sur U2, je vais agir sur la vitesse angulaire. Donc ça va m'aider à pouvoir trouver le régulateur. On va utiliser deux fonctions assez classiques en robotique, qui sont la fonction à dents de scie, SOTUS, et la fonction tangente hyperbolique. Alors celle-là, c'est la fonction tangente hyperbolique, la première, tangente hyperbolique. Bon, sachant qu'elle est définie de la façon suivante, ça va être égal à l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x divisé par la somme des deux, c'est-à-dire exponentielle x plus exponentielle moins x. Alors cette fonction, elle est intéressante, pourquoi? Parce que le A, alors là j'aurais dû marquer E. Oui, non. Oui. Bon, ici je vais mettre x. X en général correspond à une erreur. Bon, c'est pas le cas ici, on est plus dans le monde des mathématiques. Dire que lorsque l'erreur est grande, eh ben, je vais avoir une tangente hyperbolique qui va valoir 1. Lorsqu'elle est petite, elle va valoir moins 1. Lorsque l'erreur est petite, autour de 0, enfin oui, petite négative, donc moins 1. Lorsque je suis autour de 0, je vais avoir une pente ici qui sera égale à 1. Voilà l'intérêt de cette tangente hyperbolique. Donc, nous, en ce qui nous concerne, on va donner pour l'accélération pour U1, pour notre système, on va dire que c'est égal à une constante que je vais, mettons, appeler A1, multipliée par la tangente hyperbolique.
de, eh ben, comme c'est une commande en vitesse, je vais mettre v tilde ou v tilde, c'est l'erreur sur la vitesse. Dire que lorsque j'ai pas d'erreur entre la vitesse désirée et la vitesse réelle, dans ce cas-là, je n'agis pas sur les moteurs. Lorsque plus l'erreur est grande et plus je vais agir de façon positive ou négative suivant le signe de V tilde, quant à la signification pour A1, elle est liée à la puissance maximale de notre moteur. Lorsque V tilde, lorsque l'erreur sera grande pour V tilde, alors on comprend bien que la valeur demandée pour U1 correspondra à A1, donc A1 correspond au maximum que peux mettre pour U1. Alors voilà pour le réglage en vitesse. Dès qu'on a affaire à des angles, on a le problème de la singularité liée au plus ou moins 2π. Alors, cette fonction à dents de scie, elle est périodique de période 2π. Elle a une pente ici qui est égale à 1. Et bon, cette périodicité fait que, alors, elle peut avoir une expression de la forme. Alors ça égale à. Alors, ça va être dans cette fonction à dents de scie, il y a plusieurs expressions. Par exemple, il y a arctangente de tangente de θ tilde sur 2. Ça, c'est une première expression. Une autre expression courante, c'est modulo de θ tilde plus pi. Alors, modulo par rapport à la période de 2π, moins pi. Bon, voilà une autre expression. Alors, l'intérêt de cette expression, c'est qu'on va avoir une commande en angle qui ne sera plus donnée par, qui va s'exprimer par U2 égale A2 multiplié par Sotus, donc la fonction à dents de scie, de l'erreur θ tilde. Voilà. Donc, si je reviens à mon système initial que j'essaie de commander, sans utiliser du tout le modèle que je n'ai pas utilisé dans ces équations. Alors, voilà. L'expression de ma loi de commande, donc ça va être U1 égale A1 multiplié par tangente hyperbolique de vitesse désirée moins la vitesse. U2 est égal à A2 fois Sotus de θ désiré moins θ. Ce bloc-là, ça devient mon régulateur. Il va me fabriquer U1, U2. Il va avoir pour entrée la vitesse et θ. Et il va avoir aussi, comme nouvelle entrée, θ désiré et V désiré. Dire que le système en boucle fermée que je suis en train d'entourer à l'instant, ce système-là se comportera comme un véhicule qui suivra un cap et qui ira à la vitesse désirée. Donc, pour obtenir ces expressions-là, on n'a pas réellement utilisé ce modèle, c'est-à-dire que même si on n'avait pas ce frottement-là, même si on avait un frottement égal à la vitesse au carré, même si on avait des coefficients ici, peu importe, on espère que le comportement du modèle du système fermé sera correct. Et pour cela, on a plus utilisé l'intuition qu'on avait de notre système. La fonction à dents de scie va faire que si jamais vous avez un saut de plus ou moins 2π lié par exemple au fait que la boussole vous sort que des valeurs entre moins π et plus π, alors peu importe, ces discontinuités de plus ou moins 2π seront gérées par la fonction Sotus. C'est-à-dire s'il y a un de ces éléments, je lui rajoute soudainement plus de π,
rien ne va changer en ce qui concerne la commande. Ces coefficients A1 et A2 sont très faciles à régler. C'est la vitesse de rotation maximale que on s'autorise. Et pareil pour A1, c'est lié à l'accélération maximale qu'on va s'autoriser de la même façon. Donc on note bien que la fonction Sautus, elle va être utilisée principalement là où on a des angles. Et la tangente hyperbolique, lorsqu'on a des valeurs qui peuvent s'étendre de moins l'infini à plus l'infini, mais où on a des saturations imposées pour nos actionneurs. Alors la loi de commande qu'on vient de donner ici, bon, c'est un peu ce qu'on appelle souvent une commande proportionnelle, même si elle fait intervenir la tangente hyperbolique et la fonction à dents de scie. Fréquemment, il va falloir rajouter un terme dérivé pour éviter, notamment lorsqu'on a un frottement proportionnel aux vitesses au carré, où on va avoir intérêt à rajouter un terme dérivé pour éviter certaines oscillations autour de la consigne. Alors, là, il va falloir faire attention avec la fonction à dents de scie. Lorsque je veux rajouter un terme dérivé, bien évidemment, alors un exemple, si je reprends tout simplement U2. U2, j'aurais envie d'écrire que c'est égal à A2 fois Sautus, fonction à dents de scie, multiplié par θ désiré, moins θ. Mais si je veux le freiner par un terme dérivé, je vais rajouter plus, mettons, B2 multiplié par θ point. Pour dire attention, lorsque la vitesse angulaire euh, euh, augmente donc est positive, alors je veux arrêter, je veux ralentir mon effet sur cette vitesse angulaire. Donc ça c'est le terme dérivé. On comprend bien que celui-là, autant θ va être limité entre moins pi et plus pi, autant θ point, lui, peut varier entre moins l'infini plus l'infini. Donc la discontinuité dont on avait parlé tout à l'heure ne va plus exister. Donc je ne vais pas mettre un Sautus devant le θ point, puisqu'il peut varier de moins l'infini à plus l'infini. Donc là, j'aurais plutôt envie de mettre ma tangente hyperbolique devant. Mais alors, mettons que je ne le fasse pas. Souvent, lors de l'implémentation, on se rend compte qu'on n'a pas de gyro. Alors les gyros, c'est ce qui va nous donner le θ point. Et on va avoir envie de mettre ici une approximation, puisqu'on n'a pas de gyro, on a simplement une boussole, on aura envie de remplacer celui-là en disant que c'est à peu près égal à θ à l'instant t, donné par la boussole, moins θ à l'instant t moins dt, celui qui a été obtenu juste avant par la boussole, divisé par dt. Donc formule de l'air pour approximer θ point. Mais alors là, le problème ressurvient. C'est-à-dire que, à nouveau, on peut avoir une différence, même si θ de t et θ de t moins dt sont proches en pratique, on peut avoir soudainement un saut de 2π du fait que la boussole, par exemple, donne des valeurs limitées entre moins π et plus π. Pour éviter ce problème du saut de plus ou moins 2π, je vais remplacer cette expression-là en disant que c'est le par sinus de θ de t moins θ de t moins dt, le tout divisé par dt. C'est-à-dire que le sinus a pour rôle ici, comme le faisait tout à l'heure à la dent de scie, de filtrer les sauts soudains de plus de pi, qui peuvent apparaître lorsque ma boussole donne des valeurs comprises entre moins pi et plus pi. Donc ça veut dire que lorsque θ de t et θ de t moins dt sont à peu près égaux, alors dans ce cas-là, le sinus de cette différence sera à peu près égal à cette différence lorsqu'on n'a pas le saut de plus ou moins de pi. Alors pour illustrer cette commande sans modèle, je vais considérer maintenant un véhicule imaginaire qui est un skate car, c'est un véhicule patineur qui est composé de 5 patins à glace. Alors 2 qui sont solidaires à l'arrière et
deux au milieu et un devant. Alors, on pourrait imaginer à la place des patins à glace des roues, peu importe. On a donc un châssis qui s'y est représenté en bleu, qui est le châssis du chariot arrière, le chariot de devant qui est en violet, et celui qui est devant joue le rôle de guidon, un peu comme sur un vélo. Donc on a deux moteurs, un moteur qui propulse. Alors le moteur qui propulse, c'est celui-là. Il est fixé entre les deux, il va générer un couple entre les deux. Donc je vais l'appeler U2. Donc c'est une des entrées de mon système qui génère un couple qui sera en général moteur et qui va contribuer à donner de l'énergie cinétique à mon système. Et un autre qui ne travaille pas dans le sens où il n'apporte pas d'énergie, qui est qui donne l'angle de la roue avant et que je vais appeler de façon ça je vais l'appeler U1. Donc ce système que je viens de représenter, c'est un système qui va avoir deux entrées U1 et U2 et avec ça il va falloir que je le propulse et que je le guide là où il doit aller. Donc je vais utiliser l'intuition du système pour trouver le régulateur, mais pour pouvoir faire mes simulations, je vais devoir de toute façon développer un modèle, mais éviter de l'utiliser pour trouver mon régulateur. Je vais donner maintenant une représentation vue du dessus. On a ici, alors je vais représenter mon monde. Voilà. Ici, je vais donc avoir X et Y. Le chariot avant, alors le chariot avant, je vais le représenter de cette façon-là. L'essieu, les roues. Voilà. Je vais avoir ici la roue avant ou le patin avant, suivant que je patine sur la glace ou sur le sol. Et je vais avoir un véhicule à l'arrière, donc le chariot arrière, qui va être, je vais représenter de cette façon-là. Hop. L'essieu arrière, les roues ou les patins. Voilà. Hop, c'est peut-être pas très bien représenté. Voilà. Bon. Voilà. Donc ici, en ce qui concerne, je prends ce point-là, qui va me servir de référence. Il va avoir pour abscisse X et pour ordonnée Y. Une autre variable qui va être intéressante, c'est l'angle que forment les deux. Donc je représente de cette façon-là. Cet angle-là, je l'appelle delta. Donc x, y et delta font partie des degrés de liberté de mon système. Alors maintenant, en ce qui concerne l'entrée, je vais former un angle. Alors, je prolonge celui-là. L'angle de ma roue avant, je vais l'appeler bêta. Alors bêta, il va être compris entre moins pi et plus pi, mais pour éviter d'avoir des singularités, je vais prendre sa tangente. Alors je vais essayer de représenter ça de la façon suivante. Voilà, je vais tirer une droite ici. Et U1, ça va correspondre. Alors, je continue là. Et U1, ça va correspondre à la tangente de cet angle. Donc voilà U1. Comme ça, U1 pour aller de moins l'infini à plus l'infini. Maintenant, le cap de mon premier véhicule, je vais l'appeler θ, et θ aussi fera partie des degrés de liberté. Bon, j'ai à peu près toutes les grandeurs qui vont m'intéresser, et le vecteur d'état que je vais appeler x sera composé de la position xy du chariot avant, θ du cap du chariot avant, v la vitesse de
mettons cette vitesse-là. À partir de cette vitesse, je peux retrouver tout le monde, toutes les vitesses des autres quantités de mon véhicule. Et puis, je vais devoir mettre delta. Voilà les quantités qui vont m'intéresser sur voilà le vecteur d'état de mon système. Donc, nous allons essayer d'obtenir les équations d'état pour ce système. Alors, déjà, on va avoir x point, y point, θ point, enfin v point, delta point, point. Et ça, il va falloir l'exprimer pour avoir des équations d'état en fonction de x, y, θ, v et delta, et en fonction des entrées U1 et U2. Donc tout ça, c'est pour avoir les équations d'état. Alors, celles qui sont très simples, c'est d'écrire donc déjà la première, x point, c'est clairement v multiplié par cos θ. Y point, c'est v fois le sinus du cap θ. Et maintenant, il va falloir décrire les autres. Alors, pour écrire les autres, je regarde les équations. Bon. Alors, je vais avoir θ point qui va être égal à V1. Alors, V1, c'est la vitesse du point de contact. Alors, je le mets ici, V1. Du point de contact de la roue avant. θ point, ça va être égal à V1 proportionnel à V1, bien sûr, multiplié par le sinus de bêta, le tout divisé par L1, où L1, c'est la distance entre le milieu de l'essieu du chariot avant et du milieu de la roue avant. Alors, j'ai ça. Maintenant, V1 est proportionnel, bien évidemment, à la vitesse V, et j'ai V qui vaut V1 multiplié par cosinus bêta. Voilà. Avec ces deux relations, j'isole, et sachant que U1, alors U1 c'est la tangente de bêta, donc U1 est égal à tangente de bêta, c'est-à-dire sinus bêta sur cos bêta, j'en déduis que θ point est égal, donc θ point c'est égal à V multiplié par U1 divisé par L1. Bon, je vais considérer ici dans mon exemple que L1 est égal à 1 mètre. Et j'en déduis ici que θ point c'est égal à V multiplié par U1. Alors, maintenant, de la même façon, je vais essayer d'obtenir pour aller delta point. Alors, je vais avoir la vitesse du chariot arrière, la vitesse angulaire, c'est θ point plus delta point. Et je vais faire exactement le même raisonnement que celui que j'ai obtenu précédemment, donc celui qui m'a permis d'obtenir cette équation-là. Et je vais obtenir, alors le signe est inversé, donc je vais obtenir moins V. Alors le sinus bêta ici, ça va devenir sinus de qui joue le rôle de la roue avant, et ben ça va être moins delta, c'est pour ça que j'ai mis le moins ici, donc sinus de delta divisé par L2. Donc de cette façon-là, j'en déduis que delta point égale, ben, ça va me donner du moins V sinus delta sur L2, donc moins V sinus delta sur L2, moins et ben, θ point qui vaut moins VU1 sur L1. Donc toujours en considérant
euh, que L1 et L2 valent tous les deux, sont tous les deux égaux à 1 mètre, je vais avoir delta point qui vaut moins V multiplié par U1 plus sinus delta. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne le V point, je vais plutôt l'obtenir par des arguments dynamiques, à savoir ici le principe fondamental de la dynamique ou tout simplement le théorème de l'énergie cinétique qui nous dit que la dérivée temporelle de l'énergie cinétique est égale à la somme des puissances apportées au système. Donc, je vais l'écrire ici. Pour V point, euh, alors je vais considérer le théorème de l'énergie cinétique s'écrit de la façon suivante. La dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique, c'est-à-dire 1 demi de mv au carré, ça va être égal à la puissance que j'ai apportée au niveau de mon moteur U2, donc qui m'exerce un couple entre les deux chariots. Donc ça va être égal à U2 multiplié par delta point, et puis moins un certain frottement. Alors le frottement, je vais le considérer ici, par exemple, alors, la force de frottement c'est alpha V, bon, un coefficient de frottement proportionnel à la vitesse, multiplié par V. Donc ça fait moins alpha V au carré. Donc, connaissant l'expression de delta point, j'en déduis ici que V point, ça va être égal à moins U1 plus sinus de delta, multiplié par U2, moins V. Voilà. Donc ici, j'ai à nouveau pris tous mes coefficients, alpha, L1, L2, pour avoir un système qu'on appelle normalisé, c'est-à-dire que tous les coefficients sont pris à 1. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse, c'est plus montrer comment on obtient un régulateur, et la signification des coefficients est moins intéressante. On ne veut pas se focaliser sur ce problème-là. Alors, une fois qu'on a nos équations d'état, on peut dire que les méthodes de régulation classiques sont assez difficiles à obtenir, et par contre, intuitivement, on sait conduire ce genre d'engin. Alors, comment on sait conduire ce genre d'engin? La technique classique, c'est ce qui ressemble un peu aux toutes les techniques ondulatoires ou le snakeboard, où on, on va prendre la roue avant et on va lui demander d'osciller de gauche à droite. Et donc, par ces oscillations, on va essayer de faire décrire à notre système un, hop, j'essaye de représenter, d'osciller comme ça, de façon à pouvoir patiner. Donc, notre roue avant, on va la faire osciller suivant une sinusoïde. Donc, U1 vaudra une sinusoïde, c'est ce qu'on va appeler la commande sinusoïdale. Et ensuite, au niveau du couple U2, qu'on va essayer d'engendrer ici, alors U2, c'est celui-là, on va s'arranger pour avoir un couple tout le temps moteur. Pourquoi? Parce que s'il est moteur, il va apporter de la puissance au système et donc lui donner de l'énergie cinétique. Alors là, on est vraiment dans une logique mimétique, c'est-à-dire on sait comment le système va se comporter et on développe une loi de commande qui va ressembler à l'intuition qu'on en a. Et si on essayait d'utiliser une méthode classique pour réguler ce système, eh ben on n'y parviendrait pas. On obtiendrait tout de suite des singularités et on n'arriverait pas à retrouver, à ma connaissance, sans intuition du système, on n'arriverait pas à retrouver ce phénomène oscillatoire. Alors, je reviens donc à la loi de commande. Tout simplement,
on va obtenir pour U1. U1, ça va être égal à une sinusoïde, donc je vais dire que c'est égal à P1 multiplié par cosinus de P2 fois T plus P3. Alors, P1, P2, P3, ce sont des paramètres. Je vais les régler après comme je veux, mais ce que je pourrais dire, c'est que mon régulateur ne possédera alors comme entrée les paramètres P1 et P2 et P3. Alors, chacun va avoir un rôle bien différent. P3 va influencer la moyenne pour U1. Donc lui, ça va plutôt correspondre à la direction. Donc si je veux tourner à gauche ou à droite, ben, je mettrai un P3 qui est non nul. Si jamais je veux avancer tout droit, je mets P3 égale 0. P2, ça va être les fréquences des oscillations. Bon, il y a une fréquence qui permet d'amener plus de vitesse que d'autres. Et puis P3, ça va être l'amplitude des oscillations de la roue. Alors, en ce qui concerne la commande U2, eh ben, U2, c'est celle qui va m'exercer le couple entre mes deux chariots. Ben, elle va être proportionnelle au signe de delta point. Pourquoi? Parce que je rappelle que la puissance que j'apporte à mon système, c'est... Alors la puissance que j'apporte à mon système, alors je l'appelle P ici, c'est U2 fois delta point. Mais U2, il va avoir... si je veux lui apporter une puissance positive, il va falloir que U2 soit égal à... et le signe qui soit égal à celui de delta point. Donc si ici je mets P4, le couple maximum que je peux donner entre mes deux chariots, donc le couple moteur maximum, ben, je vais lui donner un couple P4 multiplié par sinus de delta point. Mon nouveau système, mon régulateur pour mon système que je suis en train d'encadrer en ce moment, va posséder des nouvelles entrées. Ces nouvelles entrées, ce sera mes paramètres. P1, P2, P3, P4. Les sorties de ce système, ce sera U. Et bien évidemment, ici, il va falloir que je lui rentre delta point. Donc, et bien évidemment, mon système que je suis en train de réguler, c'est celui-là. Et c'est celui-là qui va admettre comme entrée l'entrée U générée par mon régulateur et qui devra lui retourner en échange delta point. Et là, en ce moment, je suis en train de concevoir une commande en cap. Alors, je ne suis pas en train de régler la vitesse, mais plus d'essayer de réguler le cap par l'intermédiaire de P3. En effet, sur ce genre de système, j'essaye d'avancer le plus vite possible. Et la vitesse pourra se réguler par l'intermédiaire du paramètre P4 par exemple. Donc celui-là va avoir un rôle de vitesse et celui-là un rôle de direction. Alors pour delta point, je dois le reformer à partir des variables d'état qui sont ressorties par le système. C'est-à-dire que cette quantité-là, il va falloir que je la remplace par moins V fois U1, bon, qui est connu par le régulateur, plus sinus de delta. Voilà, j'ai donc bien un régulateur qui dépend de mes paramètres d'entrée et des variables d'état. Alors si je veux faire par exemple un suivi de cap, pour le suivi de cap, il va falloir que je rentre à mon régulateur une bonne valeur pour P3. Et pour ce P3, ben, je vais utiliser la fonction add et je vais rentrer par exemple P3 égale à ma fonction sawtooth, fonction add multiplié par le cap désiré, bon, que je vais appeler mettons θ bar, moins θ, la troisième variable d'état.
Et de cette façon-là, le système tout entier va suivre le cap θ. Alors je vais prendre un programme MATLAB pour illustrer ça. Un programme MATLAB, alors que j'ai appelé Snake, parce qu'il y a le déplacement du Snake. Une fonction draw qui me dessine les deux chariots. Euh, la fonction d'évolution qui me fait avancer, à laquelle doit obéir mon système, celle qu'on a obtenue précédemment. Et ici, ma loi de commande avec les paramètres P1, P2, P3, P4. P3, c'est la fonction Adansi qui me permet de suivre le cap désiré θ bar. Alors θ bar, je l'ai fixé ici à pi sur 6. Bon, U1, ma commande sinusoïdale, et U qui est constitué à la fois de cette commande sinusoïdale, mais aussi de la fonction que je viens d'énoncer avec, ici on retrouve la vitesse, c'est la quatrième variable d'état, et x de 5, ça correspond à delta. Et j'intègre le système par ma formule d'Euler. Alors si je lance, on voit en effet, il suit le cap pi sur 6, et il oscille. Bon, j'aurais pu suivre un autre cap, mais mettons par exemple, plutôt que de faire ça, je veux tourner. Alors pour tourner dans le sens, mettons, indirect, je vais mettre P égale, mettons, moins 0,3. Hop, moins 0,3. Et puis là, il devrait tourner dans le sens indirect trigonométrique. Alors c'est ce qu'on va voir là. Là, on sent bien qu'il a tendance à tourner sur sa droite. Donc voilà, on a reconstitué un mouvement d'oscillation purement mimétique parce qu'on avait une bonne intuition du système et on a quelques paramètres faciles à régler. Si je veux changer la fréquence d'oscillation, l'augmenter, par exemple, je vais mettre 10. Je lance. Bon, voilà, il se comporte de la même façon. Il avance pas forcément plus vite.